Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Oh my God. Alors, cette expression est très américaine, je ne l'utilise que très rarement, même si aujourd'hui en France, beaucoup de Français ont fâcheuse tendance maintenant à vulgariser cette expression qui est la version anglaise, plus particulièrement américaine, de « Oh mon Dieu !» comme d'ailleurs d'autres appropriations culturelles où aujourd'hui on entend de plus en plus des gens vous dire frère ou frérot, qui est la transcription du bro américain, qui est la contraction de brother utilisée par les Afro-Américains. En l'occurrence, moi qui vis aux États-Unis et qui côtoie des Afro-Américains, je n'ai jamais entendu le wesh, qui ne veut strictement rien dire. Alors donc oui, le fameux meeting de Éric Zemmour à Villepin. Force est de constater que ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, les commentaires, ce que la télévision en a fait, en a dit, en a montré, aujourd'hui, il est clair qu'il y a une partie de la France, une partie des Français, qui se sentent peut-être détenteurs de la bonne morale, de la bonne pensée unique, humaniste, droit de l'homiste, qui s'autorisent à tous les niveaux à avoir les mêmes pratiques que celles dont ils dénoncent chez les autres. Ça a commencé sur les réseaux sociaux avant même que le meeting commence, des gens qui ont publié des photos avec des rangées de chaises vides, en disant regardez, au final il n'y a pas grand monde, c'est pas la foule, etc. Sauf que quand on regarde les commentaires sur ces posts, beaucoup de gens ramènent un petit peu à la réalité en disant que vos photos, vous êtes bien gentils, mais on voit bien que c'est des photos qui sont prises avant le meeting, c'est-à-dire au moment où les gens arrivent. Et force est de constater que par la suite, beaucoup de gens ont fini par publier en réponse à ceux qui voulaient faire croire que le meeting n'était pas un succès, n'était pas rempli, ou du moins la salle, eh bien il y a eu la chaîne LCI qui a fait un panorama de la salle. Et donc évidemment il y a plein de gens qui ont fait des captures d'écran pour démontrer que, eh ben non, la salle n'était pas à moitié vide ou à moitié pleine, elle était pleine. Elle était pleine, donc évidemment ça a augmenté en température sur les réseaux sociaux la colère, la jalousie, la violence des propos. Accentué également par certains événements qui se sont produits pendant ce meeting. On a pu voir Zemmour, voir quelqu'un se jeter sur lui, alors qu'il progressait au milieu de la salle pour rejoindre le podium. Paraît-il qu'il semblerait que c'était un individu qui avait déjà quelques réputations sur un point de vue judiciaire. On a eu, évidemment, alors là, on s'attendait évidemment à ce qu'il y ait peut-être une action au sein même de la salle, et ça n'a pas loupé puisque c'est SOS Racisme, qui a envoyé ces petits soldats militants nous faire un petit coup avec des shirts, avec des lettres pour former non au racisme. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de former le non au racisme, qu'il y a déjà des militants, des sécurités qui leur sont tombés dessus. Il y a eu quelques coups de données, oui, il y a eu quelques coups de données, mais j'ai envie de dire, et c'est ce que j'avais répondu d'ailleurs à SOS Racisme, quand ils ont fait évidemment le tweet en disant « Ah, regardez la peste brune, ah, regardez ces gens violents qui ont agressé nos militants ». Moi je leur ai répondu, je dis « Mais je trouve tout aussi irresponsable d'envoyer justement vos petits soldats militants dans un contexte, dans une situation où il y a 15 000 personnes dans la salle, il y en a qui disent 15 000, d'autres 20 000, peu importe, ça fait quand même plusieurs milliers de personnes, donc ça veut dire que dans les plusieurs milliers de personnes, il y a quand même un potentiel à risque d'avoir des gens qui en ont peut-être un petit peu gros sur la patate, qui commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol des politiques de culpabilisation antiraciale et compagnie. Donc forcément, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à SOS Racisme, quand on a l'irresponsabilité d'envoyer des brebis
dans une meute de loups, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous serve le thé. Ça me paraît logique. Et pareil, pour les journalistes. Certains se sont offusqués, oui, la liberté d'expression, la liberté la liberté de la presse et tout, etc. Puisque, en effet, l'équipe de Quotidien a été repérée, en fait, par un certain nombre de militants et ont commencé à recevoir des noms d'oiseaux. Donc, par sécurité, on les a exfiltrés rapidement. Néanmoins, par la suite, les organisateurs leur ont trouvé un endroit sécurisé pour qu'ils puissent assister au meeting et faire leur travail de journaliste. Mais là encore, Quotidien, et c'est ce que j'ai répondu à cette personne qui clamait la liberté de la presse, j'ai dit, le problème c'est que liberté de la presse, moi je veux bien, mais quand on est une rédaction avec des engagements politiques, avec des orientations politiques, voire de la propagande, là encore, quand on envoie une équipe sous le couvert du manteau de la liberté de la presse, soit c'est de la naïveté ou c'est de l'irresponsabilité, ou de la provocation. Provocation, c'est-à-dire que on le sait que ton équipe, tu l'envoies dans un milieu hostile, hein, je veux dire, l'image d'Épinal du journaliste de guerre qui réussit à s'infiltrer dans les camps pour faire son boulot de journaliste, etc. Il y en a qui sont morts, hein, quand même, hein, des journalistes. Hein. On n'en avait rien à foutre qu'ils aient un truc près sur le casque, un truc comme ça. Ils se sont fait descendre quand même. Donc c'est le risque du métier. Donc, quand on envoie une équipe de l'émission Quotidien, qui n'est pas une émission, on va dire, pluraliste dans ses éditoriaux, et qu'on l'envoie dans la meute, au loup, là aussi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous leur serve le thé. Parce que, et oui, il y avait également apparemment une journaliste de Mediapart à qui on a pu permettre de façon sécurisée de pouvoir faire son travail. Mais en ce qui concerne en effet l'équipe de Quotidienne, il y en a quand même un qui a sorti un tweet, il disait, ça s'appelle le fascisme. La presse fait son travail. Et moi je lui ai répondu, à l'inverse, ça s'appelle la propagande. La presse fait son travail aussi. Et bien, le mec il m'a pas répondu. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a assisté en effet, alors à tort ou à raison, mais à une escalade de mauvaise foi. On a vu également, et ça c'était évident, c'était prévenu, un certain nombre de manifestations contre ce meeting. Alors on a eu des manifestations de la part des Insoumis, on a eu des manifestations avec la CGT, puis évidemment les Antifa étaient de sortie. D'après les rapports de police, il semblerait que certains Antifa avaient des cocktails Molotov et des bouteilles d'acide dans leur sac. C'est vrai que c'est normal, quand on va contester ou manifester contre un meeting, c'est normal d'avoir des bouteilles de cocktails Molotov et d'acide dans le sac. Donc ça veut dire qu'il y a bien une intention. Donc à partir du moment où il y a une intention, c'est qui est visé ? C'est les militants. C'est les gens qui étaient au meeting. Donc ça veut dire que il y en a un quand même qui a trouvé le moyen de dire ah oui, c'est avec nos impôts qu'on sécurise le meeting du fascisme, le meeting de l'extrême droite, etc. Et je lui ai répondu, je lui ai dit mais on est en République, l'équité. C'est un candidat prononcé, donc il bénéficie de la sécurité que l'autorité de l'État se doit de fournir aux candidats de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez pas de police, pas de CRS, etc. Et puis vous voulez les Antifa rentrer dans le truc et puis balancer leur cocktail Molotov, brûler des gens à l'acide. C'est ça ce que vous voulez ? On est dans un délire là. On est dans un délire absolu. Oui, Zemmour soulève très clairement des sujets dont ça fait 40 ans qu'on a mis sous le tapis, dont ça fait 40 ans qu'on a appliqué l'étiquette tabou du non politiquement correct. Et aujourd'hui, il a une popularité, aujourd'hui il attire, il séduit.
On a pu voir d'ailleurs, je ne sais pas comment il va se démerder dans l'émission d'Hanouna, où il a ce balance ton poste, je crois, comment il va expliquer ça à ses collègues. Éric Nolot était présent dans le quartier VIP, on va dire. C'est un ami d'Éric Zemmour. Ils ne sont pas tous les deux sur le même longueur d'onde et les mêmes avis, mais Nolot, il a toujours défendu le fait, c'est que même si Zemmour dit parfois des conneries, même si Zemmour, je ne suis pas d'accord avec ses idées, etc., il n'en est pas moins quelqu'un d'intelligent, de cultivé et capable de faire du débat. Parce que ça aussi, ça c'est la particularité de Zemmour, c'est d'avoir réussi, et aujourd'hui il va encore faire la démonstration, c'est que si demain il se retrouve en face d'hommes politiques ou d'autres candidats, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Il va se passer que ils vont être incapables de le contredire. Ils vont être incapables de sortir des arguments tangibles. Parce qu'il aura toujours le dernier mot, finalement. Il a le dernier mot, pourquoi? Parce qu'il ne fait que se servir de réalité. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous ai donné très brièvement les condamnations qu'il a eues. Mais je rappelle qu'il y a une condamnation qu'il a eue sur un propos qu'il a tenu, et que moi je suis désolé, mais même si le propos est peut-être maladroit, il n'en est pas moins un propos qui soulève une question à laquelle peut-être certains d'entre nous ont la réponse. Moi personnellement, la réponse, je l'ai. J'ai côtoyé, j'ai vu, j'ai constaté par moi-même que ce que dit Zemmour, son propos qu'il tenait sur le fait que au niveau de la délinquance, au niveau des trafics de drogue, etc., en grande majorité, on retrouve toujours des individus issus des mêmes origines. C'est une réalité. Sauf qu'évidemment, devant un tribunal, quand vous avez SOS Racisme, le RAB, le LICRA qui vous tombe dessus, qui vous met devant le tribunal, comment vous pouvez le démontrer, puisque vous ne pouvez pas utiliser des statistiques, puisque les statistiques ethniques en France sont interdites. Donc on ne peut utiliser que des propos, des témoignages, des rapports, des articles de presse qui mentionnent des noms pour faire une sorte de, je dirais, établir le paysage. Mais c'est un paysage qui n'est pas officiel. Ce qui est officiel, c'est la statistique officielle. Et comme la statistique officielle n'a pas le droit de faire de la statistique ethnique ou d'origine, et ben voilà, on est dans une hypocrisie absolue. Et de par cette hypocrisie absolue, eh bien en effet, Zemmour a été condamné sur ce propos. Je crois que d'ailleurs, il a fait un appel à la Commission des droits de l'homme européenne. Mais oui, là, ça a été un exemple. Ça a été un exemple d'un individu qui a galvanisé des foules. Alors, quand on galvanise des foules, évidemment, on galvanise tout type de foule. Aussi bien des gens qui en ont gros sur la patate, aussi bien des gens qui en ont marre de ces 40 ans de gauche-droite qui se sont foutus de la gueule du monde et qui continuent à se foutre de la gueule du monde. Et qu'aujourd'hui, ce que nous disions il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, que nous commençons à voir des gens qui commencent à dilapider les richesses de la France, qui commencent à détruire la fonction publique. Il y a 15 ans, on nous prenait pour des complotistes. Et bien aujourd'hui, force est de constater que c'est la réalité. Quand en 2007, Macron s'est présenté à la présidentielle, on l'a dit. On l'a dit que ce monsieur est un monsieur du système. C'est un banquier. Il est là pour détruire le pays. Il est là pour appliquer les consignes de l'Union européenne. Même François Asselineau l'avait montré, le document. Eh bien non. Même encore aujourd'hui, il y en a qui ne le comprennent pas. Qui ne veulent pas le comprendre, qui vivent dans le déni. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur petit confort, leurs petits avantages. Donc tant qu'ils ont leurs avantages, tant qu'ils ne sont pas touchés directement par les conséquences de la destruction du pays, eh bien j'ai envie de dire, c'est les mêmes qu'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, sous l'occupant, à un moment donné, se sont dit, oh, tout compte fait, les Allemands sont sympas, les Allemands sont disciplinés. Donc finalement, moi personnellement, j'y trouve mon intérêt, ma sécurité. Sauf que sur le plan éthique, moral, patriotique, national, souverain,
liberté, tout le tralala, et tout ça, ils l'ont jeté à la poubelle. Eh bien, on a les mêmes, toujours aujourd'hui. Sauf que ce sont des idiots utiles. C'est ces idiots utiles sur lesquels on compte et sur lesquels on est en train d'accentuer l'émotionnel, on est en train d'accentuer les sensibilités pour montrer du doigt Éric Zemmour comme étant le fasciste. Marine Le Pen, on lui a fait le coup. Sauf que là, aujourd'hui, force est de constater que vu comment le nombre de gens qui remuent la queue sur les réseaux sociaux, de la façon dont ils remuent la queue, les propos, les mots, les hyper-convictions, et que dès que vous commencez à proposer du factuel, ou à proposer une réflexion ou un débat, tout de suite on vous coupe l'herbe sous le pied, parce qu'il est hors de question de vous laisser vous exprimer, pour simplement aider à la compréhension de la situation. Eh bien oui, la campagne présidentielle de 2022 va être un carnage. On a eu l'élection de Valérie Pécresse. Ma dernière vidéo, j'étais en train de la monter au moment où j'ai eu l'info. C'est pour ça que j'ai mis l'information dans le lien. Mais pareil, Pécresse est une femme. Pour être une femme, la femme. Oui, sauf que c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut occulter aussi ce qu'elle a été, ou ce qu'elle a fait, les choix qu'elle a fait, les orientations qu'elle a eues. Occulter le fait qu'elle a un certain nombre de liens avec des milieux islamiques. Complaisance, clientélisme politique. Et que si on considère que l'option Pécresse, je dis bien l'option Pécresse, au cas où Macron ne se représente pas, si Macron ne se représente pas, eh bien, considérer que Valérie Pécresse sera la Macron 2.0. Il y a de fortes chances. Si Macron se représente, là on est évidemment dans le scénario, comme en 2017, Zemmour ou Le Pen, peu importe, les jeux sont faits. Quoique, nous verrons comment va évoluer la campagne d'Éric Zemmour. Sauf que la campagne d'Éric Zemmour, elle va être complètement altérée sur le plan médiatique. C'est-à-dire que si vous n'allez pas sur d'autres médias alternatifs pour avoir des informations, et si tant est qu'il n'y ait pas une censure pour bloquer ou supprimer les comptes d'Éric Zemmour sur les différents supports de réseaux sociaux, parce que je rappelle, Éric Zemmour pour l'instant est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux. Il est présent sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, je crois pas, je ne sais pas se souvenir peut-être, et évidemment YouTube. Mais s'il lui censure toutes ces chaînes, s'il lui censure tous ces moyens de communication, ces moyens de divulguer sa parole directement auprès des gens qui ont peut-être la curiosité de savoir de quoi on parle. Que le prochain qui vous parlera de démocratie, je vous autorise à lui cracher à la gueule. Parce que à partir du moment où on légitime la démocratie, mais que pour un côté et pas pour les autres, et qu'on en a même réduit à un point que la diversité idéologique, la diversité politique de la pensée s'amoindrit de plus en plus pour voir cette bien-pensance, voir ce politiquement correct, qui parce qu'il se rend compte que toute son idéologie, toute sa structure, toute sa fondation est en train de s'écrouler, eh bien ils en viendront à des méthodes de fascisme, à des méthodes totalitaires. Mais ça ne les dérangera pas, puisqu'ils se considèrent comme le camp du bien. Ils se considèrent être la lumière, alors que Zemmour, Le Pen, un certain nombre d'autres politiciens, Ciotti par exemple, Ciotti, ça a duré 24 heures. Oui, pas de problème, je reconnais ma défaite, je soutiendrai Valérie Pécresse. Et 24 heures après, oh non, tout compte fait, je ne suis pas d'accord avec elle, donc je crée mon parti. Et je me présentais aux élections présidentielles. Non mais, il
y a des moments, ça démange d'aller voir ces gens et de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas crédible? Vous avez beau avoir une armée de communicants derrière vous, mais j'ai envie de vous dire, mais attention, posez-vous la question si c'est vraiment des professionnels ou si c'est des branquignoles. Parce qu'en arriver à ce point de conneries en matière de communication, c'est soit vous considérez franchement que les Français sont des cons, ou soit vous n'avez pas vu que vous êtes entouré de gens qui sont des arrivistes de premier ordre, qui réussissent à avoir peut-être le talent de vous embobiner avec des belles paroles, mais qui sont totalement incompétents. Qui fonctionnent avec des vieux codes d'une époque révolue, et qui finalement ne donnent absolument pas le change. Donc, la leçon à retenir de ce meeting de Villepin, c'est que, en résumé, ça a donné un coup de pied dans la fourmilière. Et ça va continuer. Parce que ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir comme retransmission, retranscription dans certains médias, la Libération par exemple, qui commence à péter des plombs aussi. Je ne montrerai même pas le nombre de médias qui affirment une chose, alors qu'il y a quelques mois, quelques années, ils ont affirmé le contraire. Je ne reviendrai pas sur l'encensement de Joséphine Baker, mais qu'à l'époque, quand elle est, avant qu'elle décède, ou avant qu'elle disparaisse, ou même quand elle a été décorée de la Légion d'honneur, etc., il y a quand même une certaine presse qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Alors peut-être les mentalités ont évolué, bien évidemment, mais c'est quand même une presse qui en avait quand même cassé bien sur le dos. Parce que je rappelle quand même un petit détail sur Joséphine Baker, alors sans retirer l'aspect symbolique de la personne, exemplaire, humaniste, droit de l'homiste, résistante, américaine d'origine, adoptée par la France, etc. Donc, je ne remets pas en question la valeur symbolique que représente Joséphine Baker. Mais attention, nous avons tous, sans exception, une part d'ombre. Il y a toujours une part d'ombre chez les gens, même les plus humbles, même les plus sages. Après, tout est une question de valeur, c'est une question d'importance, de degré. Mais je rappelle que Joséphine Baker avait une réputation d'être une bisexuelle, qu'elle a eu des relations aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Mais le paradoxe, c'est que lorsque l'un de ses enfants s'est révélé être homosexuel, elle l'a chassé. Elle l'a chassé parce qu'elle ne voulait pas que ça influence ses autres enfants. Donc vous voyez un petit peu l'ambiguïté quand même chez une personne qui a été bi. Alors être bi, c'est quand même faire preuve un peu d'homosexualité quelque part. C'est pas une question de refuser et réfuter un enfant parce qu'il est homosexuel. Mais ça, non. Toujours. Nous avons tous une part d'ombre. Nous avons tous commis des erreurs. Et la sagesse de chacun, c'est justement de savoir les admettre, les reconnaître et les assumer. Inversement, nous avons Pierre Rabhi qui nous a quittés. C'était un grand monsieur, Pierre Rabhi. Un monsieur exemplaire, un monsieur qui avait une philosophie de vie. Et je vous le donne en mille, sur réseaux sociaux, il y en a qui ont commencé à dire « Ouais, enfin bon, Rabhi, il se tapait entre 5 000 et 10 000 euros net par mois, donc ça va, il n'était pas pauvre. » Mais c'est pas la question. Pierre Rabhi a fait sa réputation sur des idées, des concepts écologiques tout à fait défendables, sur revenir à l'essentiel. Ça a toujours été son discours, Rabhi. Mais c'est un discours justement qui a fait qu'il a été très rarement invité sur les plateaux télé. Parce que son discours était logique et de bon sens. Et en soi aussi un peu contre
la société de surconsommation. Rabbi était plutôt sur une société de consommation, mais une consommation équitable. Sauf que ce monsieur, quand il a dit ça, que Rabbi, oui, enfin bon, faire de l'écologie quand on gagne 10 000 € net par mois, j'ai envie de lui dire, mais il n'a jamais été philanthrope, Rabbi. Et j'ai envie même de dire à ce monsieur, je veux dire, mais on ne vit pas d'eau et d'eau fraîche, d'air pur et d'eau fraîche, pardon. S'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce que justement, grâce à des livres, grâce à des droits d'auteur, etc., il a pu gagner de l'argent et investir cet argent dans du temps, dans des projets, etc. Mais voilà, c'est... Dès que vous avez quelqu'un qui a une idéologie, ou qui a des pensées, ou qui a des opinions, ou qui a des projets, ou qui a des ambitions, qui rentre dans un processus assez honorable et respectable, mais sous prétexte parce qu'il gagne de l'argent, ah oui, mais il gagne de l'argent, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait être clodo pour... Non, faut être abruti. L'affaire Hulot. Ah, venons-en à cette affaire Hulot. Faire sortir cette affaire maintenant, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est peut-être de torpiller l'entourage de Macron. On a Schiappa qui est en train de s'enfoncer toute seule dans son propre déni. Alors, est-ce que Hulot a violé ou pas violé, etc. Mais j'ai envie de dire, la carrière du Hulot a été telle que la tentation, que de la situation, de la notoriété, en effet, a pu lui donner propice de situations où la tentation a peut-être été plus forte que la raison. Et très sincèrement, pour être tout à fait honnête avec vous, pour moi, Hulot n'a jamais été véritablement quelqu'un d'écologiste. Ne serait-ce que les émissions Ushuaïa, je veux dire, Ushuaïa, ouais, c'était génial, il montrait plein d'endroits, l'aventure, les grands espaces, etc. Sauf que le problème, c'est que pour ces émissions, il fallait la logistique derrière. La logistique, c'est des voitures, des 4x4, des camions, des hélicoptères, etc. C'est polluant, ça, quand même. C'est comme... je crois que lui, il a fait un petit peu son mea culpa par rapport à ça, justement. Celui qui faisait l'émission avec les vues du ciel, etc. Là, je me souviens plus de son nom. Je vous le mets là, si je retrouve. J'ai la mémoire qui flanche. Lui aussi, à un moment, il a dit « Ouais, c'est vrai que j'ai fait des émissions qui étaient pour défendre la nature, faire des prises de conscience sur l'environnement, etc. Mais je me baladais quand même avec des hélicoptères. Donc, émissions de carbone, donc polluant. » Oui, mais... Peut-être qu'aujourd'hui, s'il refaisait des émissions, peut-être qu'il utiliserait des drones. Mais... Voilà, en son temps, lui, il n'avait que l'hélicoptère, à l'époque, pour faire ce qu'il faisait. Donc tout ça pour dire que, à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui finissent par avoir des critiques, mais qui ne sont pas des critiques constructives, c'est des arguments faciles, c'est des attaques immatures, infantiles. Le problème, c'est que c'est des gens qui sont likés. Il y a des gens qui likent ce genre de conneries. Donc c'est là que vous vous dites, on est quand même sacrément dans la merde pour décider ou entrevoir peut-être qu'en France on a quand même une proportion majoritaire de gens qui savent se servir de leur cerveau. Là malheureusement la question elle est un peu posée. Il est forcé de constater que malheureusement il faut tout pour faire un monde. Ça là-dessus on est d'accord. Preuve en est, c'est que si Quotidien est allé dans le meeting de Zemmour, c'était bien justement dans l'intention de trouver les spécimens qui serviraient le propos ou l'idée à émettre dans le reportage qu'ils seraient amenés à faire sur ce fameux meeting. Mais là encore, c'est pareil, si vous allez dans des meetings, vous allez interviewer 10 personnes, sur les 10 personnes, il y a des chances que vous en ayez 3 où vous allez bien rigoler. Parce que, vous savez, vous vous souvenez, je sais pas, de cette
C'était cette petite compétition où il y avait des gens qui allaient dans les meetings du Rassemblement National, des En Marche, des Républicains, des socialistes, etc., pour aller chercher justement ces perles. Puis faire un montage pour dire, bah, vous avez vu, hein, putain, oh le niveau. Ouais, mais c'est 1 sur combien? Sur 10. Mais forcément que les 10 autres, on ne va pas vous les montrer. Ils ne sont pas montés dans le reportage final. On retient uniquement que ceux qu'on veut retenir. On retient ceux qu'on veut que vous entendiez pour vous convaincre que la majorité des militants, bah c'est ça. Souvenez-vous justement d'un de ces reportages où vous aviez 2 petites vieilles dans le meeting de En Marche en 2017. Et le journaliste leur pose la question, mais alors, vous votez pour Macron, pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît chez Macron? Et les 2 vieilles, bah parce qu'il est mignon. Ah, puis il est jeune, hein. Ah, puis ça fera du bien, hein, la jeunesse quand même. Hein. Oui, ok, d'accord, mais sinon, il n'y a pas une thématique, un sujet qui vous interpelle chez Macron, dans ce qu'il dit, etc. Oh, non, faut laisser la place à la jeunesse, hein. Donc, voilà. Elle vote pour Macron parce qu'il est mignon. Et des gens comme ça, vous en trouverez, forcément. Alors surtout un meeting de Zemmour où il y a 15 000 personnes, vous comprendrez que sur 15 000 personnes, les probabilités que vous réussissiez à trouver des spécimens particuliers qui vont vous balancer des propos complètement incohérents, pas construits, pas argumentés, complètement à côté de la plaque, etc. Bon, alors je ne sais pas s'ils ont véritablement réussi à interviewer des gens, parce que vu que il y a quand même des gens qui, quand on se balade un micro avec la petite mousse marquée quotidien dessus, puis que vous tendez ça à des gens, puis quand les gens voient quotidien, ils disent dégage. Retourne chez Barthès, là, tu nous emmerdes, là. Et après, on vient vous dire, oui, liberté de la presse. Non, il n'y a pas de liberté de la presse. La liberté de la presse, oui, à partir du moment où la presse présente, elle est objective, qu'elle fait son travail avec pluralité. Mais comme ce sont des journalistes de rédaction, de chaînes de télé ou d'émissions qui, à plusieurs reprises, ont montré très clairement leurs choix, leurs orientations idéologiques et politiques, voire propagandistes, il y a un moment où... Je veux dire, Est-ce que les gens réfléchissent 2 minutes de leur connerie? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que si vous voulez, c'est ce phénomène qui consiste où les gens se convainquent de certaines choses, mais comme il n'y a personne pour les contredire ou les mettre devant une évidence, d'essayer d'argumenter, de réfléchir à leurs propos, eh ben ils s'en convainquent eux-mêmes. Et du coup, vous, quand vous arrivez et que vous êtes face à eux, puis que vous leur dites, attends, excuse-moi, mais ce que tu viens de dire, là, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Et là, vous avez 2 comportements. Alors le premier, qui est plus rare, c'est « Ah oui, en effet, t'as raison et tout, mais alors vas-y, explique-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. » Et là, tout d'un coup, hop, il y a une ouverture, il y a un espoir, il y a une lueur. Mais parfois, malheureusement, il y en a qui vous insultent, qui vous agressent, qui vous disent d'aller vous faire voir parce que vous êtes un con. Alors inversement au meeting de Zemmour, il y avait aussi le meeting de Mélenchon. Et là aussi, pareil, il y en a qui mettent les trucs en comparaison, sauf qu'apparemment, chez Mélenchon, il y avait 5000 personnes, etc. Et là encore, alors on a appris que Bruno Gassiot rejoignait la team alors je ne sais plus c'est quoi le slogan. Alors le slogan en effet de Zemmour, c'est Reconquête. Alors là encore, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a sorti Reconquête. Oui, Reconquête espagnole, c'est la barbarie, c'est Torquemada, c'est la Grande Inquisition, etc. Bonjour la référence, etc. Et ce monsieur, je lui ai dit, mais excuse-moi, mais à chaque fois qu'un politicien dit mon combat, est-ce que tu fais tout de suite l'allusion à Adolf Hitler avec Mein Kampf? Non. Donc, je veux dire, quand on a l'esprit un peu tordu, chaque fois qu'un politicien ou que quelqu'un va dire un mot ou un terme ou une expression ou un slogan, tu vas aller chercher le plus négatif exemple historique pour dire, ah, vous voyez, hein, qui se ressemble s'assemble.
idiot. Donc Mélenchon. Et dans la team de Mélenchon, Bruno Gassio donc, rejoint la team de Mélenchon. Alors, j'aime bien Gassio parce que je trouve qu'il est cohérent dans ce qu'il dit. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec ses positions, parfois un petit peu naïves, même lui-même le dit, hein, parfois qu'il y a un petit peu de naïveté dans ce qu'il pense, mais au moins, lui, il est cohérent. Il a ses choix idéologiques, il a toujours été plus ou moins de gauche, même parfois assez critique envers la gauche elle-même. Donc le fait qu'il rejoigne Mélenchon, bah, c'est un petit peu la démonstration pour moi que finalement Mélenchon est peut-être, oui, le seul qui peut tenir le coup pour soutenir les idées de gauche. Parce que Hidalgo, elle est au fond du trou, quoi. Donc, Mais alors ce qui est très intéressant dans le discours qu'il a fait, Mélenchon, c'est qu'il insiste bien sur le nucléaire, sortir du nucléaire, etc. Là, je pense que Mélenchon, il joue une carte très intéressante, c'est-à-dire qu'il nous fait la démonstration que les écologistes ont tellement merdé qu'ils ont laissé derrière eux un électorat qui est déçu, un électorat qui n'a plus confiance, un électorat qui a perdu ses illusions envers Écologie Europe les Verts, Europe Écologie les Verts, pardon. Et Mélenchon va essayer de capter cet électorat déçu des esbroufs, des hallucinations, des approximations de ces écologistes. Même si, encore une fois, et d'ailleurs il y a une personne sur les réseaux sociaux qui m'a interpellé en me disant, parce que Gassio mettait le doigt sur le fait de la condition animale, etc. Je dis oui, condition animale, il n'y a pas de problème, moi là-dessus. Mais je pense qu'à mon avis, au vu du contexte de la situation actuelle, il y a peut-être des priorités, peut-être des choses plus essentielles. On peut en effet parler de ça, mais pas le mettre trop en avant, parce que ça, Mais là encore, c'est pour capter l'électorat. Donc, j'ai envie de dire, le problème de Mélenchon, c'est qu'il est en train de racler les fonds de tiroir. C'est-à-dire qu'il est en train de rameuter toutes les minorités idéologiques, que ce soit écologique, que ce soit environnemental, que ce soit droit de l'homiste, que ce soit animal, que ce soit les plantes vertes, les arbres, etc. Ça fait un peu... Ça bouffe un peu à tous les râteliers. Et c'est trop voyant. Et il y a une personne qui m'a interpellé là-dessus, il me dit oui, mais regardez son discours, il lisait son programme. Et j'ai dit justement, je l'ai lu le programme. Oui, en effet, il y a des trucs très intéressants, mais qui sont un peu trop idéalisés au vu des moyens et des contextes actuels. Pour sortir du nucléaire, qui est sa grande marotte. Oui, sortir du nucléaire, pourquoi? Parce que le nucléaire c'est dangereux. Les déchets, le reconditionnement, et puis surtout l'accident. Et cette personne, je lui dis, mais attendez, ça fait plus de 70 ans qu'on fait du nucléaire civil. Il y a eu combien d'accidents graves? Combien d'accidents graves avec des conséquences sur l'être humain, etc. Alors en réalité, il y en a eu 3. Il y a eu un accident qui a eu lieu aux États-Unis, je crois, dans les années 60. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai ici. Vous avez eu évidemment Tchernobyl qui est sans doute l'accident nucléaire civil le plus grave que l'on ait pu connaître dans l'histoire. Et vous avez Fukushima. Mais là, Fukushima, c'est pareil. C'est un accident qui a démontré en réalité des défauts auxquels, en France, on prend en considération. Alors, mais là on parle de la France. Le nucléaire français, c'est un nucléaire qui est l'un des plus sécurisés en France, sur lequel nous avons une agence nucléaire de civile la plus sérieuse qui soit. Oui, il y a des incidents, oui, il y a des accidents, mais aucun d'entre eux n'a jamais été grave. Je rappelle, sur 70 ans. 70 ans de nucléaire civil. C'est pas comme si on avait 3 ou 4 accidents tous les 10 ans. Et plus particulièrement en France. En France, on n'a jamais eu d'accident grave. On a eu peut-être en effet des gens contaminés, mais c'est les risques du métier. Il n'y a rien de sécurisé de façon absolue. Tout métier, toute activité a toujours une part de risque.
Et ça rejoint le principe du bénéfice-risque des vaccins ou des traitements dans la médecine. Donc, prendre un épiphénomène grave pour écraser le bénéfice de 70 ans d'indépendance énergétique, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de retourner à l'âge de pierre? Parce que, forcément, dans le discours de Mélenchon, développer les énergies renouvelables. Je ne vais pas revenir dessus. Les éoliennes, je vous invite à voir cet excellent reportage, dont certains d'ailleurs sont critiques parce qu'ils disent oui, mais ce reportage, on voit bien, c'est du pro-nucléaire, etc. Non, mais ce n'est pas une question d'être pro-nucléaire. Le nucléaire est le moyen de production le plus décarboné qui soit. Alors à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure où on veut combattre contre les émissions de CO2, le nucléaire, c'est la production la plus propre qui soit. En effet, il y a des déchets. Les déchets, on sait les traiter. Donc on peut continuer à investir dans la recherche pour améliorer le recyclage des déchets. On sait faire. Mais le problème, c'est que si vous écoutez les écologistes, si vous écoutez Mélenchon, on va vous demander de revenir à l'âge de pierre, où on n'aura pas les capacités de pouvoir produire les besoins en énergie, et que forcément, eh bien, il y aura des bien lotis et des laissés pour compte. Les bien lotis, ce sera évidemment les gens qui habitent dans les grandes villes, ce sera les riches, les quartiers riches, ce sera les industriels. On ne va pas leur couper le courant aux industriels. Donc au final, ce sera la province, les petites villes de province, les petits villages, les petits lieux-dits, à qui on sacrifiera l'alimentation électrique pour pouvoir satisfaire les besoins. Alors, majorité? Non. Des mieux lotis. C'est ce qui attend la France si on se coupe de l'énergie nucléaire. Parce que l'éolien, je vous ai dit, je vous mettrai un documentaire qui est très intéressant qu'il faut voir. C'est une arnaque. Je rappelle, je crois qu'en France, pour réussir à obtenir au moins 50% de la production qu'on a actuellement, en éolien, il faut 140 000 éoliennes sur tout le territoire français. Donc c'est-à-dire qu'on voit, vous envahissez le paysage français d'éoliennes. Non, enfin, à l'heure actuelle, je crois, l'éolien représente même pas 20%, je crois, de la production. Et encore moins, je crois. C'est-à-dire que si vous additionnez l'éolien, le photovoltaïque plus l'hydraulique, on arrive à 36%, je crois. 36 ou 37%, 40%, allez. Voyons une fourchette large. 40% de la production énergétique selon les besoins qu'on a actuellement en France. Tout le reste, c'est que du nucléaire. Donc vous l'imaginez, c'est-à-dire que demain, on vous demande de couper 60% d'énergie, de production énergétique, et remplacé par de l'énergie qui déjà aujourd'hui n'arrive même pas à satisfaire la moitié de la production électrique. Et pourtant, il y a des gens qui plongent la tête la première quand Mélenchon vous dit oui, il faut sortir du nucléaire. Ignorance, incapacité à se projeter dans l'avenir, incapacité à analyser les choses avec bon sens et raison. Donc j'ai envie de dire, que vous soyez de gauche ou de droite, vous avez en vos seins des gens qui réagissent exactement de la même façon. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout lucides, qui ne sont pas dans le réel, qui n'y connaissent rien, et qui vont dire amen à toutes les conneries bien pensantes. On est mal barré. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques petites réactions qu'il y a eu sur Twitter. Justement, pour reprendre le propos que j'avais tenu, j'avais dit « Qui sème le vent récolte la tempête, ne dit-on pas à ceux qui croient que la carte de presse est une vertu de rendre intouchable même lorsqu'on est en territoire ennemi, surtout lorsqu'on est sans pluralité et clairement affiché pour un prosélytisme d'un bord plutôt qu'un autre. » Et il y en a un qui a retweeté mon tweet en disant « En territoire ennemi, entre guillemets, à un meeting politique d'un candidat à la présidentielle en 2021 en France. Il prendrait moins de risques à aller couvrir le Yémen que les meetings de Gargamel. » Donc voilà,
on tourne au ridicule ce que j'ai dit, c'est-à-dire la sacralité de quelque chose qui en réalité n'en est pas une, puisque quand vous allez dans un conflit, il y a une chance, c'est le risque du métier. Sauf que là, le mec est en train de vous expliquer, il est en train de plaisanter sur le fait que il est plus risqué d'aller dans un meeting de Zemmour que d'aller couvrir le Yémen. Donc tu décontextualises complètement, tu vois, le sens. C'est idiot. Et concernant, oui, alors là je vais remettre un petit peu le truc, c'est coup de poing anonyme à l'arrière de la tête, faites-moi signe si tu as besoin d'aide pour une ratonnade, entendu sur notre passage, insulter de pourris, de gauchistes, nos rédacteurs en chef, de fumier. Et là-dessus, moi j'avais dit, qui sème donc le vent, la récolte, la tempête, etc. Il y en a un qui répond, rien ne justifie la violence, d'autant plus sur des journalistes. Et là je réponds, oui, en effet, mais dans 15 000 personnes, la probabilité de trouver des gens qui ont manqué les cours d'humanisme et de bon sens n'est pas à négliger. Idem chez les journalistes qui ont oublié de réviser cette bonne vieille expression, qui s'y frotte, s'y pique. Il y en a un qui me dit, ah oui, comme pour les femmes en jupe, elles n'avaient qu'à tomber sur les mauvais mecs. Vous n'avez pas honte. Ça n'a rien à voir. Non mais c'est ça, c'est détourner le sens d'un propos, le sens d'un commentaire, pour essayer de le ridiculiser aux yeux de ceux qui vont lire, qui vont se dire ah ouais, émotionnel, sensibilisation. Tu perds le fil de ce qui a été expliqué dans le commentaire pour le réduire à une critique qui n'en est pas une. Je fais un constat, je ne fais pas une critique. Or là, on transforme mon propos en critique. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui ont liké mes propos. Alors, par exemple, j'avais répondu à un autre sur le fait que la présidente de l'Union européenne vouloir sucrer le code de Nuremberg. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le code de Nuremberg, c'est une loi. C'est un texte officiel, etc. Alors moi, j'ai remis un petit peu les choses en contexte. J'ai dit, ce code n'est qu'une reprise de principes d'éthique du début du XXe siècle, consolidés par des accords pour réinstaurer des fondamentaux. Alors en effet, il y avait un accord, je crois, il y a un accord d'Helsinki et un accord de Tokyo, mais qui n'ont aucune valeur de loi du fait que c'est sur ces accords que chaque pays a décrété ses propres textes, dont la France est pionnière. En effet, il y a un pays qui a, on va dire, qui s'est un petit peu torché le cul avec ces textes éthiques, on va dire, c'est les États-Unis. Normal. Et parmi les pays qui ont intégré dans leurs principes, dans leurs règles, dans leurs lois, certaines valeurs éthiques de ces accords inspirés par le Code de Nuremberg, eh bien c'est la France. Donc c'est pour ça, vous comprenez l'importance que si vous avez une présidente de l'Union européenne qui voudrait s'affranchir du Code de Nuremberg, eh bien en France ça va poser un problème, parce qu'en France on a légiféré sur un certain nombre de codes et de principes de santé publique inspirés par les accords et le Code de Nuremberg. Donc là, encore une fois de plus, est-ce que l'Europe va légiférer et que cette loi que l'Europe va faire pour abroger le Code de Nuremberg va s'imposer à la France ? De fait. Donc ce que la France a eu la gloire d'investir, à mettre en place selon des codes éthiques, tout ça à la poubelle. Parce qu'il y a la présidente de l'Union européenne qui est, dont le mari ou le copain est maqué avec les Big Pharma, etc. C'est pas crédible. Enfin bon, c'est un projet, hein, c'est une idée qui a été lancée. Pour l'instant, on ne sait pas trop si ça va vraiment, si c'est un coup de bourre ou quelque chose. Alors là, oui, il y en a un qui m'a... Alors, qui sème le vent récolte la tempête, ne dit-on pas ceux qui croient que la carte de presse est... etc. Et il y en a un. Alors, il y en a un. Ouais, et alors ? Ça défrise des journaux de gauche, du con. Il n'y a pas assez de presse de droite et d'extrême droite à ton goût ? D'où tu vois qu'on chasse les journalistes par une réunion de fachos ?
Ouais, non, mais voilà. Je ne parle absolument pas de phénomène de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou de facho, etc. Je pose un postulat que qui sème le vent récolte la tempête, c'est-à-dire que lorsque tu fais de la critique dans le cadre journalistique, bah, le jour où tu es confronté aux gens que tu as critiqués ou sur qui tu as balancé de la merde, ils vont pas t'accueillir à bras ouverts, ils vont pas te faire des bisous. Ne dit-on pas à ceux qui croient que la carte de presse a une vertu de rendre intouchable, même lorsqu'on est en territoire ennemi? Là encore, je ne fais pas un distinguo, je ne dis pas c'est la faute de la gauche, la droite, non. Surtout lorsqu'on est sans pluralité et clairement affiché pour un prosélytisme d'un bord plutôt qu'un autre. Là encore, je ne dis pas gauche-droite, je dis que lorsqu'on est politiquement affiché, lorsqu'on est journaliste, idéologue, etc., mais le jour où tu vas en territoire ennemi, t'attends pas à ce que tu sois reçu avec des roses. Et ben le mec, non, il réduit ça, du con, machin, gauche et droite, etc. Bas de plafond. Ce sont des bas de plafond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dramatique. Allez, avant de terminer, un petit dernier. Je vais bien en trouver un petit dernier, oui. Et ouais, le même. Ah, c'est le même. Et oui, en effet, mais dans 15 000 personnes de probabilité de trouver des gens qui ont manqué les cours d'humanisme et de bon sens. Donc là encore, hein, je redescends un petit peu le truc en étant dans du réel, hein, sur la proportion, etc. Là, je ne fais pas de prosélytisme gauche, droite, extrême gauche. Je pose simplement le postulat que, voilà, il y a une réalité qui existe. Et sur cette réalité qui existe, lui, il m'a dit, oh, ça y est, vous êtes plus de 10 000, vous êtes 15 000 maintenant, demain vous serez 100 000, t'es au courant que le Zénith accueillir à 9 000 personnes, hein? T'es au courant que le Zénith, patapom, alors patapom, je vais te dire un truc, la prochaine fois, renseigne-toi, puisque c'était pas au Zénith, c'était au parc des expositions de Villepinte. J'arrête là, ça m'énerve. Allez, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, bon courage, portez-vous bien, et surtout soyez prudents, parce que l'Omicron, attention, il est dangereux. Il contamine, il n'est pas pathogène, il est bénin. Mais il est dangereux quand même. 3e dose. Allez chercher votre 3e dose. Sinon vous n'aurez pas votre contrat social.